Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. Nous allons parler avec Régis de Castelnau du Conseil constitutionnel et d'une éventuelle politisation de la justice. Régis de Castelnau est avocat au barreau de Paris, où il a pratiqué pendant plus de 50 ans une spécialité assez particulière qui était la responsabilité pénale du décideur public. Il est l'animateur du blog Vue du droit et de la chaîne YouTube éponyme, ainsi que l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, Une justice politique, un petit opuscule de 600 pages, où il nous explique les maux dont souffre notre système judiciaire. Dans le contexte insurrectionnel qui est le nôtre, contexte aggravé par la décision hier du Conseil constitutionnel de ne pas censurer la loi sur la réforme des retraites, il nous a paru intéressant d'interroger Maître Régis de Castelnau sur ces sujets. Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour Pascal. Une question simple et brutale. Le Conseil constitutionnel fait-il du droit ou de la politique ? De la politique, il fait de la politique tout le temps. Prétendre que le Conseil constitutionnel a statué en droit, ce sont les éléments de langage qu'on a fournis au Playmobil de la Macronie, c'est une blague. C'est une blague. Je vais plus loin, c'est même une imposture. C'est même une imposture. Et cet épisode en est la caricature. Ça fait longtemps que le Conseil constitutionnel ne statue plus qu'en politique. Et ça, je peux m'expliquer là-dessus. Et je pense qu'on a tous les éléments pour l'établir. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, on va faire un peu d'histoire. Le Conseil constitutionnel, c'est une création de la Constitution de 1958. Il n'y avait pas auparavant, dans les différentes constitutions françaises, parce que nous, on en a une jolie collection, dans les constitutions précédentes, il n'y avait pas de contrôle de constitutionnalité. La Constitution de 58 l'a prévu, et donc l'idée, elle était bien que cette autorité judiciaire contrôle la conformité. Le terme conformité est très important. La conformité des lois votées par le Parlement avec la Constitution. Et la Constitution en ce qu'elle organise le fonctionnement des pouvoirs publics. Il s'agissait bien de ça. Donc le respect des procédures, le respect d'un certain nombre de principes et dans un rapport de conformité. Donc c'était un contrôle assez étroit. C'était pas la substance des lois qu'on allait contrôler, mais la façon dont elles avaient été adoptées et la façon dont elles avaient utilisé les principes. Bien, toujours est-il que, au départ, 3 personnes pouvaient le saisir, le Conseil constitutionnel. C'était le président de la République, qui s'appelait Charles de Gaulle à l'époque, et qui était un petit peu le parrain de cette Constitution, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Bon, donc un pouvoir de saisine assez limité. Et puis Giscard a changé ça et a permis à 75 parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel d'un recours. Donc c'est devenu un peu une pratique d'une opposition battue, qui ensuite saisissait le Conseil constitutionnel, qui s'est jeté sur cette opportunité, plus tard encore, pour changer son contrôle. Alors quel a été le raisonnement qui lui a permis de transformer un contrôle juridique, un contrôle de conformité juridique, en un contrôle politique. Dès ce moment-là, d'ailleurs, c'est qu'il a dit, voilà, la Constitution, en fait, c'est un bloc. C'est pas seulement les 90 articles, qu'on a beaucoup changé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les 90 articles initiaux de cette Constitution, il en reste intact 30. Tous les autres ont été maltraités, changés, etc. Au fur et à mesure de l'intégration européenne, au fur et à mesure des caprices des uns et des autres. Donc, toujours est-il que on a décidé, le Conseil constitutionnel a décidé, avec une forme de consensus politique derrière de la part des structures dominantes, de faire ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité. De dire, dans la Constitution, il n'y a pas, je me répète, que les 90 articles. Il y a également tout un tas d'autres choses qu'on va y faire rentrer.
Et c'est comme ça qu'on a fait rentrer le préambule de la Constitution, qui était celui de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme, et tout un tas d'autres notions, de principes dont on a considéré qu'ils avaient une valeur constitutionnelle. C'est complètement arbitraire. Et je vais raconter l'anecdote assez fabuleuse de monsieur Laurent Fabius. C'est lui, le coupable de la forfaiture d'hier. Je pèse mes mots en utilisant le terme forfaiture. Laurent Fabius, il y a eu une loi qui a été adoptée pour lutter contre l'immigration sauvage et qui sanctionnait l'aide à la violation des frontières. Bien. Et on avait un personnage très apprécié dans la petite bourgeoisie qui s'appelle Cédric Héroux, que j'ai tendance à considérer comme un passeur, qui effectivement apportait son aide au passage de la frontière, en se préoccupant absolument pas d'ailleurs de ce que devenaient par la suite les malheureux qui avaient franchi dans ces conditions, en termes d'exploitation, en termes de réseau de prostitution. Non, ça c'était pas grave, c'était le héros des abonnés de Télérama. Eh bien, donc, il y a un texte qui avait été adopté par le Parlement et qui disait que ce genre d'aide fournie à la transgression des lois françaises est une infraction pénale. Et pour l'annuler et permettre ainsi à Cédric Héroux, parce qu'il s'agissait bien de lui, d'échapper aux poursuites, Laurent Fabius a demandé au Conseil constitutionnel, qui naturellement a suivi, de considérer que le terme fraternité de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, que ce terme de fraternité avait une valeur constitutionnelle. Donc, le texte qui sanctionnait l'aide à l'immigration illégale était considéré comme une atteinte au principe de fraternité. Il faut être fraternel tout le temps. Et par conséquent, ce texte a été annulé et les poursuites déjà diligentées contre Cédric Héroux ont été abandonnées par les tribunaux puisqu'il n'y avait plus de support juridique. Cette histoire, elle est fabuleuse parce que, effectivement, on met tout un tas de choses dans ce bloc de constitutionnalité, on fait des contorsions et on annule les textes du Parlement qui ne conviennent pas à cette structure composée par les dominants. Ça, c'est, si vous voulez, ce qui a permis le dévoiement du contrôle de constitutionnalité et d'en faire un contrôle d'opportunité, un contrôle de fond. Un contrôle de fond. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les décisions du Conseil constitutionnel, et je pèse mes mots, il y a désormais une jurisprudence très abondante. Il y a des livres qui les publient, et lorsque vous lisez ces décisions, on voit bien le caractère politique. Je considère, moi, pour ma part, que le Conseil constitutionnel est le véritable lieu de l'élaboration de la loi dans ce pays. C'est le véritable lieu, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident, parfois de façon complètement arbitraire, avec cette histoire, et ridicule d'ailleurs, avec cette histoire de fraternité, et à d'autres occasions de façon plus subtile. Donc, venir dire aujourd'hui que le Parlement français est souverain dans l'élaboration de la loi, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Le texte sera ensuite soumis au Conseil constitutionnel. Si jamais il déplaît d'une façon ou d'une autre à ceux qui sont à la manœuvre au niveau du Conseil, eh bien, c'est le Conseil constitutionnel qui deviendra le dépositaire du pouvoir législatif. C'est gravissime. C'est gravissime parce que on a privé la représentation nationale d'un de ses pouvoirs souverains, mais essentiels, mais tout à fait essentiels. Alors, ça se passe de deux façons. Ce contrôle. Si jamais il y a un Parlement où sont représentées des majorités qui vont à l'encontre des intérêts du système, eh bien, évidemment, les textes seront annulés. Si jamais c'est une autre majorité, c'est ce qui vient de se produire et on va en parler, si jamais c'est une autre majorité qui adopte un texte, à ce moment-là, même s'il a été fait
ce qui est le cas pour le projet de loi retraite, même s'il a été fait dans des conditions complètement acrobatiques, le Conseil constitutionnel, n'hésitant pas d'ailleurs à dire le contraire de ses jurisprudences précédentes, va valider le texte. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel n'est pas un organe judiciaire normal, c'est un outil politique. Et il suffit de voir d'abord sa constitution. Effectivement, les nominations, ce sont 3 membres sont nommés pour 9 ans par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat. Aujourd'hui, ce Conseil constitutionnel, il est essentiellement composé du fait de l'échéance des mandats des uns des autres. Il y a Jospin qui en a fait partie, mais il est aujourd'hui composé essentiellement par des gens désignés par Macron, Richard Ferrand et Gérard Larcher. C'est vous dire si la représentativité de cette instance est particulière. Et conseillers qui n'ont même pas été confirmés à l'américaine par l'élection du Parlement, ce qui est en plus éminemment grave. Madame Gouraud. Alors quand vous regardez, vous vous dites, ce serait bien que ce soit les juristes. Bah non, il y en a eu. Il y en a une, vous savez, il y en a une, mais c'est celle qui était la supérieure hiérarchique du procureur qui a classé l'affaire des mutuelles de Bretagne, visant Richard Ferrand. Exactement. Au moment de ces nominations, j'avais fait un petit papier. C'est une pantoufle pour Madame Gouraud. Mais vous savez, on peut avoir des juristes. On a eu par exemple Madame Belloubet qui a été membre du Conseil constitutionnel et qui a été un des pires gardes des Sceaux de l'histoire de la République française. Donc, alors il y a une autre chose qu'il faut connaître, c'est que depuis que le Conseil constitutionnel est devenu une juridiction qui a beaucoup de travail, pour les raisons que je viens d'indiquer, il y a des gens qui font le boulot. Et il y a un poste qui est tout à fait décisif, c'est celui de secrétaire général du Conseil constitutionnel. Qui est un conseiller d'État, comme par hasard. Voilà, c'est le Conseil d'État qui fournit les collaborateurs de ce secrétariat. C'est eux qui rédigent, c'est eux qui argumentent, et bien évidemment, ce sont ensuite les poids lourds du Conseil constitutionnel qui tranchent. Je pense en particulier à Laurent Fabius et à Alain Juppé. C'est quand même fabuleux. Voilà quelqu'un qui a été condamné lourdement au pénal, qui a été condamné à une inéligibilité pour des emplois fictifs, pour toute une série de malversations, et qui finit sa carrière au Conseil constitutionnel. Mais Fabius, on pourrait parler du Rainbow Warriors, du sang contaminé, et puis de Al Nostra qui fait du bon boulot en série également. Alors attendez, là, toute démocratie normale aurait, dès le Rainbow Warriors et le sang contaminé, mis un terme définitif à toute carrière politique. Alors attendez, là, on va peut-être nuancer pour ce qui me concerne. Le sang contaminé, il a été relaxé, et je pense à juste titre, même s'il a été éclaboussé par le scandale. En revanche, le Rainbow Warrior, il a été mis devant le fait accompli. C'est une affaire qui s'est passée entre Ernu et Mitterrand. Quant à Al Nostra, alors là, c'est sa carrière politique, mais qui est calamiteuse. Ce type a tout trahi. Enfin, il incarne ce parti socialiste qui a tout trahi. Alors, on me dit quelquefois, oui, le pire président de la République, c'est Macron que la France ait eu. Moi, je pense que c'est François Hollande. C'est François Hollande, cette espèce de limace politique qui a absolument tout trahi, qui a violé sa parole, menti. Et il est de ces socialistes, comme Fabius d'ailleurs, comme Monsieur Dussopt, comme Madame Borne. C'est-à-dire que tous ceux qui font le sale boulot aujourd'hui contre les intérêts, comme tous ceux de la Macronie qui ne viennent pas de chez les Républicains, qui de toute manière sont les mêmes. Qui sont les plus nombreux, puisque en fait en 2017 le candidat du Parti socialiste c'était Emmanuel Macron, c'est une évidence. Mais Fabius, effectivement, c'est véritablement une caricature politique. Juppé, c'est une caricature judiciaire. C'est encore pire, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait...
quelqu'un qui est membre de la Cour suprême d'un pays comme le nôtre doit être quelqu'un avec une certaine stature, une certaine carrière. Ça doit être ce qu'on appelle des légistes. Non, on a mis un petit magouilleur qui a absolument tout raté dans sa carrière politique. Il a toujours tout raté. Pour finir par être condamné, on a mis ce gars-là avec la représentativité qui est la sienne. C'est complètement lamentable. Donc c'est pour ça que quand j'entends ce matin, le Conseil constitutionnel a dit le droit, a statué en droit, c'est simplement une blague. C'est non seulement une instance politique, mais je vais plus loin. C'est une officine politique. C'est un petit cabinet qui est là. L'aéropage, oui. Voilà, moi je pense. L'aéropage coopté. Oui. En plus, bon, totalement issu de ce bloc élitaire, avec cette fonction. Je n'ai pas le moindre respect pour le Conseil constitutionnel. Parce qu'historiquement, je l'ai vu évoluer et j'ai vu ce qu'il est devenu et à quoi il sert. Et la décision rendue hier est de ce point de vue une caricature. Si vous voulez, on peut parler un petit peu du fond. Ah oui, avec plaisir. De la décision qui a été rendue. Il avait tous les moyens d'annuler. Il n'a pas voulu prendre cette décision politique. Vous parlez de Macron ou vous parlez du Conseil constitutionnel ? Le Conseil constitutionnel, oui. D'accord. Il avait tous les moyens d'annuler. Il avait tous les moyens d'annuler. Il l'a fait sans passer par les astuces comme celle de la devise de la République. Il avait les moyens. À commencer par celui du choix de la procédure. Parce que la procédure qui a été choisie était une imposture. C'est-à-dire que c'est une procédure de l'article 47.3 de la Constitution qui est réservée aux lois financières qui ont toujours besoin d'urgence. Donc, on a dit, hop, comme il y aura des éléments financiers, ça va être comme l'adoption du budget. On va l'enfermer dans des délais. Le budget de la Sécu, non, c'est ça, c'est le budget de la Sécurité sociale, le 47.1, si je ne m'abuse. Voilà, c'est donc... Le budget de la Sécu, c'est même pas le budget de l'État. Non, bien sûr, c'est le budget, c'est encore pire, Mais l'idée d'un examen contraint, surtout contraint en matière de délai, est liée à ses impacts financiers. On peut comprendre. Mais là, en l'occurrence, c'était complètement tiré par les cheveux. L'ensemble de la loi est un cavalier. Le cavalier, c'est quand on adopte un texte, des éléments d'un texte qui n'ont rien à voir avec le texte principal. Là, c'est encore pire. On a fait adopter un texte qui n'a rien à voir avec la procédure adoptée et la procédure utilisée. Donc, je veux dire, c'était même quelque part sur le plan formel, c'était une imposture. Je rappelle que la question, les questions de forme, en France, on est parfois un peu désinvolte avec la forme. Moi, j'avais un maître qui était un philosophe du droit du 19e siècle, qui disait adversaire acharné de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Je pense que c'est vrai parce que justement, ce qu'il aurait fallu... quelque chose comme Von Himpel, non? Non, Von, oui, mais bon. Von quelque chose, mais... Oui, le nom m'échappe pour l'instant. C'était pas Carl Schmitt, quoi. Non, c'est pas Carl... Oh non, on est... donc... on a donc une procédure qui aurait dû être, qui n'aurait pas dû être utilisée. Par conséquent, c'était un moyen d'annulation. Deuxièmement, il y avait un deuxième argument. C'était celui de dire que, compte tenu de la façon dont ça s'était passé, le débat contradictoire que justement la Constitution organise n'avait pas pu être sincère. Et par conséquent, il avait été contraint, il avait été manipulé et il fallait absolument remettre l'ouvrage sur le métier et revenir. Le Conseil constitutionnel l'a déjà fait.
Il a annulé la loi Duflot il y a déjà un petit moment, hein, quand celle-ci était ministre, hein, parce qu'il y avait toute une série d'entorses au déroulement des débats, aux navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et il avait annulé. Il avait également, sur demande d'un monsieur qui s'appelait, je crois, Laurent Fabius, hein, qui était parlementaire à ce moment-là, hein, 96. Il avait annulé. Pardon ? En 96, c'est ça, non ? C'est ça. Hein, il avait annulé une. Non. Excusez-moi, c'était antérieur. C'était antérieur. Il avait annulé une loi financière parce que le débat avait d'abord porté sur les dépenses avant de porter sur les recettes. En disant, on ne peut pas discuter honnêtement, hein, d'un budget si on commence par parler des dépenses avant de parler des recettes. On ne peut pas dire on va dépenser ça, ça, ça et ça quand on n'a pas discuté et décidé ce qu'on allait avoir comme ressources. Ça me semble frapper au coin du bon sens. La loi retraite permettait bien évidemment de pointer une série de dysfonctionnements de cette nature et aurait dû aboutir à l'annulation de la totalité du texte. Pourquoi cette décision est politique ? C'est pour ça que je dis il y avait des arguments qui permettaient de procéder à cette annulation. Le choix du Conseil constitutionnel, c'était pas est-ce que la loi est conforme à la Constitution ? C'est ridicule de poser le problème comme ça. J'insiste, c'est ridicule. Non, le choix auquel était confrontée la petite camarilla des 9 sages, comme on les appelle, hein, c'était est-ce qu'on fait subir à Emmanuel Macron une défaite politique importante en tenant compte du rapport de force, en tenant compte de ce que pense l'opinion publique et en tenant compte ou en imaginant les problèmes que va poser la validation de la loi. Bien, ça voulait dire que effectivement c'était une défaite difficile pour assumer pour Emmanuel Macron, mais c'était l'intérêt national de le faire. Madame Borne aurait démissionné, il aurait nommé un nouveau Premier ministre. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait une recomposition un peu majoritaire avec les LR qui n'ont pas voulu voter la censure, mais ils n'ont à aucun moment voulu prendre une décision politique qui n'était pas la révolution. C'était faire subir au personnage qui a été porté par un coup d'État en 2017 à la tête de cet État, justement, de lui faire subir une défaite politique et pour le ramener un petit peu à la mesure. Hein, et en lui envoyant un message, arrêtez de vous comporter de cette façon. Cette arrogance, cette désinvolture, cette jouissance à faire des bras d'honneur au peuple et à l'opinion. Non, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu et donc ils avaient les moyens juridiques de prendre cette décision. Hein. Ils ont préféré, en tordant le droit, en l'interprétant de façon parfaitement orientée, ils ont préféré faire ce cadeau à Emmanuel Macron. Il y a un deuxième aspect qui est celui du référendum. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ça, je pense que c'est peut-être même pire que la non-censure de la loi, quoi. Alors le problème sur le référendum, c'est que ils ont commencé leur jurisprudence, quoi. Hein. C'est Fabius, non, qui avait clairement dit que en matière de modification constitutionnelle, hors de question de passer par référendum, ce qui est extraordinaire, quand même. Ils ont 2005, hein, qui est cuisant, hein, donc ça. C'est une détestation. Rappelez-vous les discours de Ségolène Royal, etc. Donc, Fabius était contre le traité constitutionnel, hein. Oui, mais enfin, ça lui est passé, hein. Oui, on est bien d'accord. Donc, bon. Et il croyait pas à la défaite. Il prenait date et tout, mais c'est après, bon, rappelez-vous, hein, qu'en janvier 2005, le oui au TCE était à 60% et que c'est toute la campagne et le choix par tout le bloc élitaire, par tous les médias du oui qui a amené le peuple français à se cabrer. Donc, concernant ce référendum,
que dit le Conseil constitutionnel? La demande de référendum portait sur la modification de du départ à la retraite. Donc 62 ans. Et le Conseil constitutionnel, mais non, c'est pas une réforme puisque l'état du droit est aujourd'hui déjà de 62 ans. Donc ça sert à rien, votre référendum. Hein? Alors dans ce cas-là, il aurait fallu faire une demande en disant 62 ans et 1 mois, et c'était bon. Et ça explique, donc c'est un argument d'une mauvaise foi, mais fondamental, et qui montre bien la défiance vis-à-vis de l'opinion du peuple. Hein. C'est la raison pour laquelle Macron a promulgué cette loi dans la nuit, parce que maintenant, l'état du droit, c'est 64. S'il y avait eu une manœuvre assez rapide, puisqu'il avait 15 jours pour promulguer, s'il y avait eu une manœuvre assez rapide, peut-être qu'il aurait pu avoir une nouvelle demande, portant cette fois-ci, attendez, on veut ramener à 62, puisque aujourd'hui, l'état du droit, qui n'était pas celui de vendredi lorsque le Conseil constitutionnel a statué, qui était 62, aujourd'hui c'est 64. Alors, pour un point un petit peu important, parce qu'effectivement, on voit toute la Macronie, enfin, c'est les mêmes arguments de langage de partout. Oui, c'est l'état de droit. Non, mais attendez, quelle est la différence entre l'état de droit et l'état du droit? Ce sont deux choses différentes. L'état de droit, c'est une imposture démocratique. C'est-à-dire que, mais ça fait un moment que ça dure, hein. C'est la démocratie sans le démos. Hein. Il y avait un très très remarquable bouquin qui avait été publié en 2010 là, d'une juriste mais très européiste. Et donc sans la démocratie, sans le démos, sans le peuple. Donc il s'agit d'enfermer tout un tas de notions, de les enfermer dans des structures juridiques, dans des éléments juridiques, dans des textes, et de donner ensuite un pouvoir exorbitant aux instances d'interprétation, c'est-à-dire aux autorités judiciaires, de les interpréter. Donc aujourd'hui, on vient de le voir à nouveau. Le Parlement, sur la base du 49.3, avait entre guillemets adopté ce texte, mais il l'avait adopté n'importe comment. Il l'avait adopté après des procédures, je veux dire, qui étaient des escroqueries d'une certaine façon. Hein. Non, les juges ont décidé c'est-à-dire qu'on enferme la souveraineté qui peut s'exprimer normalement par les instances prévues à cet effet, on les enferme d'abord dans des réglementations pléthoriques et deuxièmement grâce à des pouvoirs tout à fait excessifs d'interprétation donnés aux juges. Je reviens sur mon histoire de la fraternité. C'est l'état de droit. Mais non, c'est pas l'état de droit. Non. Mais surtout, la Constitution prévoit la fraternité entre Français. Déjà, mais attendez, c'est pas un principe constitutionnel. Qu'est-ce que vous racontez? Vous l'avez inventé pour la circonstance, hein? Et comment on va venir nous dire, ah oui, quand j'entends, parce que Mélenchon l'a remis en cause, la décision, il dit vous portez atteinte aux institutions, mais arrêtez. Dans ce peuple, plus personne ne leur fait confiance à ces institutions. Commencez par le fait que les gens ne vont plus y voter, ne vont plus voter on a des taux d'abstention tout à fait considérables, colossaux. Ça vous interpelle pas? Non. Un parlement élu par moins de 50% des Français n'est effectivement pas légitime. Il a un gros problème de légitimité. Parce que le système, c'est-à-dire que la confiance sociale et l'approbation sociale, on va pas revenir à Weber, hein, qui avait un petit peu, à mon avis, je dirais essayé de récupérer une partie de Marx, mais oui.
un Parlement élu avec 30% des voix. Je rappelle quand même que Emmanuel Macron a tous les pouvoirs qu'on lui connaît. En 2017, il a 16% des inscrits au premier tour. Il y a un problème quand même. Et ensuite, il va se retrouver avec des pouvoirs vertigineux. Et ensuite, il va y avoir une élection avec cette espèce d'imposture qui a été mise en place aussi par Lionel Jospin, avec l'inversion du calendrier ou avec l'alignement des 2 mandats. C'est pas un hasard si De Gaulle avait voulu un mandat du président plus long, qui avait moins de pouvoir que le président d'aujourd'hui, d'ailleurs, dans la pratique, et celui de l'Assemblée nationale. Ce sont deux pouvoirs de nature différente. Et bien, le fait de les avoir alignés, le fait d'avoir mis... il n'y a plus de contre-pouvoir. Oui, et puis surtout, il n'y a plus de Parlement, parce que on ne vote pas, on n'élit pas, sauf en 2022, pour des raisons particulière, mais on n'élit pas un Parlement souverain, on élit une bande de Playmobil qui sont chargés de mettre en œuvre le programme du président de la République, puis c'est tout. Et puis c'est tout, on le dote de quelques collaborateurs, et puis pour ripolliner ça d'une légitimité qui n'existe pas. Donc oui, on a un vrai problème institutionnel, et en tout cas tous les éléments de langage que nous servent les gens de la Macronie ne tiennent pas 5 minutes, ne tiennent pas 5 minutes. C'est faux, c'est connivence à tous les étages. Bon, c'est un service qui a été rendu. Et je pense que je cite beaucoup Juppé et Fabius, qui sont des vieux routiers, qui ont pris une décision strictement politique. Sont-ce nos institutions ou bien ceux qui les dirigent qui sont corrompus? Les deux. C'est-à-dire que la France a un système institutionnel qui a été complètement, par rapport à ce qu'il était, qui avait apporté une certaine stabilité, je pense à la Constitution de 58, qui a été complètement démolie. Aujourd'hui, cette Constitution est démantibulée. Prenons juste un exemple. Quand notre ami Sarkozy, avec il fait deux éléments de réforme constitutionnelle que je considère comme importants. Le premier, c'est un principe antidémocratique qui met en œuvre, c'est-à-dire que, alors que la Constitution initiale de 58 le prohibait, lorsque vous êtes ministre, vous êtes parlementaire, vous devenez ministre, si vous quittez votre poste de ministre, vous ne pouviez pas réintégrer automatiquement le Parlement. Si vous souhaitiez redevenir parlementaire, il fallait que votre suppléant démissionne et vous reveniez devant le peuple en disant « J'ai été ministre, est-ce que vous voulez toujours de moi comme parlementaire ?» Ce qui est logique, ce qui est normal, la sanction populaire. Eh bien, Sarkozy a dit non, vous inquiétez pas, vous êtes ministre, vous êtes des pantins, et quand vous avez quitté votre poste de ministre, vous retournez au Parlement. Mais c'est une hérésie de se prétendre gaulliste et faire ça. La deuxième, c'est le contrôle, la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'auparavant, une loi promulguée était applicable. Et la seule façon éventuellement de la changer, c'était que celui qui l'avait adoptée, c'est-à-dire le Parlement souverain, en prenne une autre, ou l'abroge, ou que sais-je. Donc, non, Sarkozy a dit, non, on peut, après, même si elle a été adoptée il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut revenir devant le Conseil constitutionnel pour qu'il juge de cette loi. C'est-à-dire qu'on prive encore le Parlement de la souveraineté qu'il a exercée il y a 20 ans, et on redonne aux juges encore le moyen d'aller à l'encontre de la volonté populaire. C'est fantastique, quoi. Alors, il y en a eu d'autres, mais ces deux éléments-là montrent bien que tout va dans le sens de la privation de la souveraineté. C'est la souveraineté qui est quelque chose de, de tout à fait fondamental. Et c'est pour ça que si vous voulez, moi je suis pas ennemi du 49.3. Le 49.3, c'est pour obliger les parlementaires à être courageux. Parce que qu'est-ce qui aurait dû se passer là ?
après tout ce déroulement de procédure, après les réactions populaires, après la conviction que tout le monde avait que le peuple français ne voulait pas de ce texte, que devaient faire les parlementaires quand on leur a dit 49.3 ? Alors le système 49.3, maintenant on commence à mieux le connaître, c'est-à-dire j'engage, dit le gouvernement, ma responsabilité, soit vous me renversez, soit la loi est adoptée. C'est ça, cette espèce de mécanique. Pourquoi pas ? On dit, ah oui, mais c'est antidémocratique. Non, le débat a eu lieu et tout, très bien. Vous êtes contre ce texte ? Vous êtes contre cette façon d'opérer ? Fort bien. Mais renversez donc le gouvernement. Et là, tout le monde s'est barré. Je pense au LR, je pense à tout cela. Alors c'est vrai que ça s'est joué à 9 voix. Mais ce sont ceux-là qui devront rendre des comptes. Ce sont ceux-là qu'il faut aller voir dans leur permanence en leur disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Parce que vous vous rendez compte ? Parce que qu'est-ce qui se serait passé ? Le gouvernement aurait été renversé. Défaite politique pour Emmanuel Macron. Très bien, il aurait nommé un nouveau Premier ministre. On aurait vu ce que ça donnait. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il nomme un nouveau Premier ministre et il essaye, ce nouveau Premier ministre, de constituer une majorité. C'est ça le parlementarisme. C'est démocratique, ça. Très bien. Il n'y arrive pas. Dans ce cas-là, ce que le président de la République peut faire, dire, bon, écoutez, je demande l'arbitrage du peuple. C'est ce que De Gaulle avait fait en 62. Quand Pompidou a été renversé, il a dit, OK, je dissous l'Assemblée nationale, le peuple va me dire ce qu'il en pense. Il a gagné. Bon, là, Macron dissout, nouveau Parlement. Ce Parlement ne lui convient pas. Donc, dans ce cas-là, on peut avoir une cohabitation. On en a eu des cohabitations, on n'en est pas mort. Bon, et pendant 1 an, il ne peut plus dissoudre à nouveau. Bon, donc ça voulait dire que vous faisiez subir au président de la République, élu, comme on le sait en 2017, réélu bizarrement en 2022, pour avoir ensuite une Assemblée nationale où il n'a pas la majorité, c'était un moyen de clarifier aussi les choses au plan politique, de voter cette censure. Vous l'avez pas fait. Ce qui montre bien, là aussi, la corruption du système. Alors, la corruption au sens corrosion. Bon. Alors, il y a également un autre problème, qui est celui de la corruption des élites. La corruption de la haute fonction publique au sens large. Moins directement chez les politiques, parlementaires, maires, élus. Non, ça, moi, je l'ai bien connu. C'est une longue pratique de la sphère publique. Mais la haute fonction publique qui peuple les cabinets ministériels, qui est à l'Élysée, parce que il est issu de cette haute fonction publique. Il est assisté de Monsieur Collère, qui est le maire du Palais. C'est Jouyet qui l'a choisi. Avec l'inspection des finances, cette haute fonction publique française est terriblement corrompue. Et corrompue financièrement. Les affaires Alstom et les affaires McKinsey en sont la démonstration. Et c'est pour ça que quand on parle d'état de droit, eh bien, l'autorité judiciaire, qu'on appelle comme ça, judiciaire civile et pénale, bien sûr, par opposition aux autorités judiciaires que sont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui font du droit public. Eh bien, l'autorité judiciaire privée ne fait pas son travail. Elle protège ce système, alors même qu'on est confronté à une situation qui est très grave. Alors on donne des leçons, bien évidemment, là c'est les records du monde en Ukraine, mais ailleurs, non. Nous avons aujourd'hui, je pèse mes mots en le disant, nous avons aujourd'hui un système extrêmement corrompu où les contrôles ne jouent plus. Alors on va partir du plus important, on va partir de l'affaire Alstom. Je vais y revenir 2 secondes si vous voulez bien sur l'affaire Alstom. C'est que
Olivier Marleix, qui est le président actuel du groupe LR à l'Assemblée, qui n'a pas voté la censure. Bon, il a présidé il y a quelques années, il a présidé une commission d'enquête sur Alstom. Il a rédigé à la suite de cette commission un signalement au parquet. Il a fait son devoir, c'était aller en pointant toute une série de malversations et de corruption. Ça a été transmis au parquet en 2016. Il ne s'est jamais rien passé. C'est-à-dire que les parquets, le parquet national financier et le parquet général de la Cour d'appel de Paris sont soigneusement assis sur ce dossier. Hein, voilà. Petit exemple, si vous voulez, des volumes. C'est-à-dire que à la suite de l'arrivée d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, hein, quand il a repris le dossier, Alstom a dû verser 160 millions d'euros à des cabinets d'avocats, à des cabinets de conseil, alors que ces missions étaient probablement inutiles. Et c'est ce qu'a pointé Olivier Marleix. Tous ces gens-là, on les a retrouvés parmi les plus gros contributeurs de la campagne d'Emmanuel Macron, parmi ceux qui ont organisé le système financier, qui ont été à la chasse aux contributeurs, et c'est ce qu'avait dit Olivier Marleix, en disant, voilà, attendez, ce sont des contreparties. Ce sont des contreparties. Les magistrats ont refusé de se pencher sur ce dossier. Justice politique ou politisation de la justice ? Les deux. Les deux, parce que alors, bon, on peut parler de l'affaire McKinsey, ce qui est insensé quand on voit tout ce que... Enfin, écoutez, moi, j'ai enseigné le droit de la responsabilité personnelle des décideurs publics à Paris 2. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le fonctionnaire et le juge pénal », donc c'est une matière et j'ai beaucoup pratiqué également, hein, en tant que praticien. Il y a tout ce qu'il faut dans l'affaire McKinsey. Il a fallu pour que le PNF finisse par se raccrocher à une procédure de Bercy que Bercy avait été contraint d'ouvrir lorsqu'on a constaté que McKinsey n'avait jamais payé d'impôts en France. Ils se sont raccrochés à ça parce qu'il y a eu une pétition de magistrats qui gueulaient contre leur passivité. Bon, hein, et depuis, il s'est passé quoi sur McKinsey ? Rien du tout. Et vous avez eu, il y a maintenant 3 semaines, un article dans Le Monde où on a des collaborateurs de McKinsey qui ont été interviewés, qui ont été interrogés et qui disent, voilà, on est intervenu dans la campagne 2017, on a fait tout un tas de boulot, ça aurait dû être facturé, porté au compte de campagne. Mais ça, ce sont des infractions pénales. Où sont les désignations de juge d'instruction ? Où sont les mises en examen ? Où sont les réactions judiciaires à ces informations majeures ? Parce que je rappelle que, outre le fait que ce sont des infractions pénales, mais la violation, et l'affaire Pygmalion l'a montré, la violation des réglementations, hein, a un certain nombre de conséquences. Par exemple, je n'en prends qu'une, si vous avez eu effectivement des contributions interdites, votre compte de campagne doit être rejeté. Conséquence, l'État ne vous rembourse pas les 11 ou 12 millions d'euros de vos dépenses. Donc, M. Macron a touché 12 millions d'euros de fonds publics illégalement. Puisque les gens qui ont travaillé, les gens de McKinsey qui ont travaillé à la campagne électorale, qui n'ont pas fait facturer, c'était du faux bénévolat, hein, et qui reconnaissent que le montant de leur rémunération aurait dû être porté au compte de campagne, ont avoué. D'accord ? Donc, ça veut dire que M. Macron devrait rembourser les 12 millions. Vous avez entendu quelque chose bouger ? Hein ? Et depuis 15 jours, on apprend que Mme Schiappa, qui a lancé une opération de diversion en posant dans Playboy, Mme Schiappa a lancé une association après la décapitation de Samuel Paty. C'est tellement putride
ce qu'on apprend, et qui a été probablement, l'occasion pour un certain nombre de personnes de s'en mettre, je vais pas dire plein les poches parce que c'est pas à l'échelle de McKinsey ou de Blackstone, mais de s'en mettre pas mal dans les poches. Vous avez entendu parler d'une enquête préliminaire ? Vous avez entendu parler du PNF se saisissant de cette affaire ? Vous avez vu passer un communiqué de monsieur Jean-François Bonnert, le patron du PNF ? Ah, rien du tout. Alors, quand vous me posez la question de savoir si la France a un système corrompu, oui, elle a un système corrodé et un système institutionnel qui n'est plus digne d'une démocratie représentative, je suis désolé. On vient de le voir une fois de plus, et l'épisode d'hier n'en est qu'une nouvelle démonstration, mais on a aussi, et malheureusement, c'est l'état de droit peut-être, on a aussi malheureusement un système corrompu, financièrement corrompu. Monsieur Bayrou, depuis ça fait une douzaine d'années, on sait très bien que il y a eu de l'argent du Parlement européen qui a été détourné. Bon, il a été mis en examen. Voilà, je veux dire, ils sont, tout ça se passe très bien. Monsieur Ferrand a bénéficié fort opportunément, alors que l'infraction était constituée totalement. Les mutuelles de Bretagne a bénéficié d'une prescription tout à fait opportune et injustifiée. Bon, il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, mais bon. Mais je veux bien, enfin quand même, excusez-moi, enfin quand on est magistrat, bon. Il y a un moment, enfin, on a quand même un office, quoi. Il y a plus de gens qui ont suffisamment de courage pour lancer des procédures. Parce qu'une fois qu'un procureur de la République a lancé son réquisitoire introductif d'instance et désigné un juge d'instruction, alors il peut se faire virer, effectivement, mais la procédure est là. On peut plus l'arrêter. Oui, elle est là, mais à ce moment-là, on va avoir un classement sans suite opportun. On va, si vous voulez, c'est ce qui s'était produit à Lyon. Après 2017, il y avait eu toute une série d'initiatives qui avaient été prises par comment est-ce qu'il s'appelle ? Il s'appelait l'ancien maire de Lyon, qui a été un des premiers à rallier Macron. Gérard Collomb. Voilà, Collomb avait mis à disposition des équipes Macron un certain nombre d'avantages matériels pour mener cette campagne. Il y avait un procureur qui s'en était ému, qui avait commencé, il a été déplacé. Son successeur, en parallèle du moment où il a obtenu la Légion d'honneur, a classé sans suite. Et celui qui s'était permis ça, il avait postulé à un poste assez important, il l'a pas eu, ça lui est passé sous le nez. Donc les gars, alors ce que je décris, c'est des mécaniques de fonctionnement, ce sont des mécaniques de fonctionnement, d'organisation de la magistrature et de déroulement des procédures. Mais bon, là, je suis divers sur ces questions parce que j'ai écrit un livre. Oui, vous avez écrit un petit opuscule de 600 pages, c'est ça ? 600 pages, qui s'appelle Une justice politique et des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement. Passionnant d'ailleurs. Où je considère que la justice, la magistrature, s'est autonomisée du pouvoir politique, qui est une vieille tradition française. Depuis Napoléon, la justice était un des instruments au service du pouvoir exécutif. Bon, la justice et les magistrats se sont autonomisés. Il y a eu toute la bataille autour de la notion d'indépendance, en oubliant une chose, surtout, c'est que l'indépendance n'est que le moyen de l'impartialité. Donc, dans un système français où les autorités de poursuite, c'est-à-dire les parquets, sont des magistrats, comme les... C'est pas normal, d'ailleurs. Non, il faut pas. Ça devrait être des avocats de l'État. Exactement. Comme c'est à peu près de partout. Pareil, ailleurs en Europe, sauf en Italie, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et donc,
ce corps des magistrats, alors y compris qu'il y a des gens qui font des allers-retours en permanence entre le poste de procureur et le poste de juge du siège, cette entité, ce corps des magistrats, est aujourd'hui autonome. Mais cette autonomie, cette indépendance, il s'en sert, et c'est tout le paradoxe, comme l'outil de sa partialité. Parce que cette structure, elle est sociologiquement très marquée. Elle est très marquée comme d'autres, couche moyenne supérieure, et elles sont en connivence avec le système et avec ce pouvoir. Mais par exemple, il est plus que criant, c'est la façon où, en début 2017, la justice, par une procédure fulgurante que j'ai jamais vue dans mes 50 ans de carrière, a liquidé la candidature de François Fillon. Quoi qu'on pense de François. Je pense qu'on peut dire que c'était carrément un chantier à ce niveau-là, quoi. C'est pas une question de soutenir Fillon ou pas, oui. mais en 2 semaines, mise en examen, effectivement, c'est du jamais vu. Ça s'appelle un chantier, c'est pas possible, quoi. Il a été liquidé, et il a été liquidé. Bien évidemment, ceux qui ont procédé à ça savaient très bien que c'était au profit de Macron. Donc, attention, on va vous traiter de fionophile après poutinophile. Ah oui, mais moi, je me suis permis de critiquer avec des démocrates, constitutionnalistes, progressistes, etc., de critiquer les poursuites contre Trump. Et naturellement, on m'a dit que je défendais Trump, que je défendais Fillon, que j'avais défendu Sarkozy. C'est grotesque, mais de toute façon, je m'en fous un peu. Mais là, c'est le plus bel exemple. Donc, je m'attaque aux adversaires. C'est ce qui est arrivé, rappelons-nous, avec les 17 perquisitions contre Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années. Il n'y a rien passé depuis, Donc, non, rien. C'était véritablement un raid destiné à le faire taire. Et on a donc on attaque les adversaires. On protège les amis, j'en ai parlé tout à l'heure. Monsieur Colère va bien, Monsieur Bayrou va bien, Monsieur Ferrand va bien, donc Monsieur Dussopt va bien. Monsieur Dussopt va bien, mais tout à fait. On protège les amis, mais il y a également une troisième fonction, et c'est celle-là qui révèle l'engagement politique. C'est on réprime les mouvements sociaux avec violence. Ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, de ce point de vue-là, est extraordinaire. Moi, je me suis baladé aux 4 coins de la France. J'ai eu tout un tas de remontées, puisque je préparais mon livre d'ailleurs, sur la façon dont le mouvement des Gilets jaunes a été traité, qui était un mouvement social. Eh bien, c'est incroyable. C'est incroyable, la violence judiciaire, qui était double d'ailleurs. Premièrement, je condamne massivement 3000 peines de prison ferme pour des primo-délinquants. Bravo. Et ensuite, je protège les violences policières. Je protège les violences policières, c'est-à-dire je les poursuis pas. Parce que quand on... Attendez, vous parlez d'exaction policière, parce que violence policière, moi, c'est un terme qui me fait toujours un petit peu... puisque la police a un peu usé légitimement de la violence. À partir du moment où il y a un usage de la violence qui n'est pas légitime, c'est une exaction. On est d'accord. C'est pas parce que oui. Ce terme me dérange. Oui, violence policière, ah mon Dieu, ça dépend pourquoi. Quand on arrête un dealer qui résiste à son arrestation et qu'on le plaque contre un mur ou qu'on le plaque au sol, cette violence est légitime. Alors attendez, justement, vous avez, je crois que c'est une question très importante. C'est pour ça que je mets en cause la justice et la magistrature. Vous avez violence policière, c'est un ensemble, et au sein de cet ensemble, vous avez 2 sous-ensembles, les violences policières légitimes. C'est vrai que donner un coup de matraque sur la tête de quelqu'un, ça peut être tout à fait légitime, ou de faire un balayage pour faire tomber un délinquant, ça peut être tout à fait légitime, ou même sortir son arme de service sur quelqu'un qui se jette sur les passants avec un couteau, ça peut être violence légitime. Et vous avez les violences illégitimes, c'est-à-dire que effectivement, elles ne doivent pas être commises. Alors, quand vous entendez Monsieur Éric Zemmour dire on peut pas parler de violence policière parce que c'est la violence légitime de l'État, il dit une connerie. Il dit une connerie par ignorance et puis par démagogie, parce que je suis tout à fait désolé.
la violence légitime de l'État, qui est quelque chose de très important. Quelque chose de très important, c'est-à-dire que l'État a le pouvoir sur les corps. Il peut vous prendre, d'abord il peut vous arrêter, vous mettre des menottes, il peut vous priver de votre liberté, il peut vous enfermer entre quatre murs pendant 30 ans. Il n'y a pas plus violent que ça, mais c'est légitime, vous pouvez le faire. Donc, pour que cette violence soit légitime, il y a deux conditions qui doivent être réunies. La première condition, c'est que les textes définissent très bien ce qu'est cette violence et ce qui constitue les violences illégitimes du point de vue du code pénal. C'est-à-dire qu'il existe dans le code pénal français des infractions qui ne sont applicables qu'aux agents publics, qu'aux agents de l'État, donc par conséquent aux policiers. C'est-à-dire que si vous faites une séquestration arbitraire, par exemple, que vous êtes simple citoyen, vous avez une peine qui est donnée, mais si vous êtes une autorité de police, c'est une circonstance aggravante. Donc, le code pénal doit bien définir ce qu'il est possible pour les forces de police, et pour tous les agents publics d'ailleurs, ce qu'il est possible de faire. Par exemple, lorsque vous faites des gardes à vue préventives comme ça, sans motif, ce sont des séquestrations arbitraires. Arbitraires, ouais. Et le fait qu'elles aient été commises par des policiers, couvertes par des magistrats, est d'autant plus grave. Vous avez un code pénal spécifique aux agents publics. Je vous disais que je l'avais enseigné à Paris 2 dans mon jeune temps. Enfin, je n'étais pas si jeune déjà, mais bon. Toujours est-il que, première condition, il faut qu'il y ait des textes qui organisent cette violence. Deuxièmement, il faut que les violences illégitimes soient contrôlées par le juge. C'est la deuxième condition. Si le juge ne vient pas contrôler ça, par exemple, ne poursuit pas les séquestrations arbitraires, ne poursuit pas les violences particulièrement arbitraires, les violences gratuites, comme on en a vu, mais je ne sais combien, que ne poursuit pas le fait que je vais prendre l'exemple de Sainte-Soline. Vous avez des gars qui étaient sur des quads, c'est ça sera intéressant les images que ça donne après. Et les gars avaient des LBD sur les quads. C'est interdit. C'est interdit. Bon. Donc il y avait un problème et ils s'en sont servis. Il y avait un problème. Donc c'est une infraction. C'est une violence illégitime. Eh bien, nos amis... Donc, l'ensemble, ceux qui étaient sur les quads ainsi que toute la chaîne de commandement devraient en toute logique se retrouver au tribunal. Voilà. Ou au moins qu'il y ait une procédure. Eh ben, il n'y aura pas de procédure. Et savez-vous pourquoi ? D'ailleurs, il n'y a même pas de procédure administrative, donc même pas de procédure disciplinaire. Et savez-vous pourquoi il n'y aura pas de procédure judiciaire ? Parce que les magistrats ont dit que c'était de la légitime défense. Ben voyons. C'est-à-dire qu'on a trouvé une astuce. C'était interdit, c'était y compris au plan de la réglementation. C'était strictement interdit de se servir des LBD de cette façon-là. Ça a été fait. Donc, ce sont des violences illégitimes. Mais désolé, ils ont utilisé ça, mais c'était de la légitime défense. Donc, on a trouvé une astuce pour ne pas les poursuivre. Mais bon, voilà. Je reviens sur ce que je disais. Deux conditions pour qu'il y ait des violences. La première, qu'elles soient prévues, que violences illégitimes, et qu'on puisse parler de violences policières illégitimes, c'est qu'elles soient réprimées dans le code. C'est le cas en France. Mais deuxième condition, c'est que le juge les contrôle et juge ces violences policières illégitimes. Il ne le fait pas. Et donc, ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, c'était criant. Et c'est en ça que je dis que le corps des magistrats est aujourd'hui politisé. Il est politisé, si vous voulez, sur la base de sa culture, de ses origines sociologiques, de sa vision du monde, et on le voit. D'intérêt de classe, si je puis faire mon marxiste. Oui.
Oui. Politisé au sens que c'est une classe qui a des intérêts particuliers qui ne sont pas forcément ceux de l'ensemble de la société. Et qui sert plutôt, qui aurait plutôt tendance à servir ses intérêts particuliers ainsi que des intérêts semblables ou connexes, plutôt que de ne considérer que l'intérêt général. C'est une question. Mais j'y réponds. Pour eux, ils considèrent appartenir au bloc élitaire. Alors, on va peut-être dire, vous savez, c'est les catégories de Jérôme Sainte-Marie, bloc élitaire, bloc populaire, qui fonctionnent pas mal. Vous allez les voir concernant la délinquance dite des quartiers. Là, la culture de l'excuse ou une forme de laxisme existe. Sur des bases, une vision du monde. C'est très exprimé par le syndicat de la magistrature. En revanche, les couches populaires, il y a une aversion, une vraie aversion pour les couches populaires. Il y a, en ce qui concerne les progrès on va appeler ça comme ça, c'est un peu caricatural, les progrès du wokisme, vous allez les voir très en flèche sur toutes les questions MeToo, par exemple, et autres. Vous allez les voir militants, et prendre des décisions, y compris au niveau de la Cour de cassation, qui sont un petit peu surprenantes parfois. En revanche, au plan social, ils sont les soutiens du bloc élitaire. Ils sont les soutiens de l'ordre politique actuel, sans problème. Donc, et la protection dont bénéficie Emmanuel Macron en est l'illustration. Parce que par rapport à ce qui se produisait auparavant, où il y avait une discipline, les magistrats étaient bien obligés d'eux. Rappelez-vous que... Ils étaient notés surtout, maintenant ils ne le sont plus. Rappelez-vous que en 1940, il s'est trouvé un magistrat qui a refusé de prêter serment à Pétain. Donc, cette culture existait. Moi, je l'ai connue quand je suis arrivé au palais il y a maintenant fort longtemps. Elle a disparu. Et avec bonne conscience, ils considèrent qu'ils sont indépendants et impartiaux, alors que leur partialité politique est, à mon avis, criante. Cela provient-il de la manière dont ils sont formés, de cette école supérieure de la magistrature, qui, à mon sens, ça c'est mon avis, mon opinion, est bien plus nocive que l'ENA n'a jamais pu l'être, ou est-ce que c'est vraiment dû à la manière dont fonctionne la chancellerie et ce ministère qui est ce qu'il est? Non, je pense que quand vous voyez le niveau de la profession de journaliste en France, quand vous allez faire un tour, vous voyez qui sont les jeunes qui font des stages dans les chaînes d'infos. Quand vous voyez un petit peu dans les différents journaux, le niveau est d'une faiblesse insigne. Quand vous avez, je sais pas, c'est à Lille, ils ont fait à chaque élection. Mais je parlais des magistrats là, pas des journalistes. Oui, mais attendez, j'y viens. J'y viens. Excusez-moi. Pour moi. Quand vous allez à l'école de Lille et que vous faites un sondage sur les élections, c'est à chaque fois. On sait très bien quel va être le résultat. Sociologiquement, ce que vous retrouvez, à l'école nationale de la magistrature, sociologiquement, ce sont les mêmes. Donc vous avez des bacs plus 5, qui passent le concours. C'est pas les étudiants les plus audacieux, les plus entreprenants, les plus brillants. C'est pas un concours très difficile et ils deviennent magistrats. Donc ils vont être en train de me dire qu'on recrute les plus conformes plutôt que de recruter les meilleurs. C'est-à-dire qu'on les recrute, c'est ceux qui se portent candidats, c'est ceux qui se portent candidats, et c'est le reflet de la catastrophe éducative chez nous, de l'abaissement du niveau. Donc vous avez des gens qui vont arriver à l'école, qui vont y passer 3 ans entre eux dans un système endogamique. Ils ne voient que des gens comme eux, ils se marient entre eux, mais c'est pas les seuls. Mais le corporatisme se forge à ce moment-là, et à 26 ans, ils sortent avec un permis de juger. Et donc, ils voient... Moi, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec un magistrat de l'ordre administratif à l'île de la Réunion, qui me disait que c'était impressionnant de voir que les magistrats de l'ordre judiciaire ne se voyaient qu'entre eux.
ne se voyaient qu'entre eux. C'est-à-dire que et vous l'avez d'ailleurs en province, en France aussi. Ils ont une mobilité relativement importante, donc ils sont en circuit fermé. Ils sont en circuit fermé, et leur expérience sociale est très faible. Très faible. C'est un résultat. Est-ce que c'est quelque chose qui est survenu comme ça, ou est-ce que c'est également le résultat d'une volonté politique? Parce que en s'assurant d'isoler la justice, comme un petit peu on a militarisé et isolé la police, le pouvoir ne la contrôle-t-il pas mieux? Je pense que oui. Alors je ne sais pas si c'est organisé comme ça. Il y a aussi la routine qui joue. Il y a aussi une forme de mécanique qu'il est difficile de remettre en cause. Bon, moi, il y a une solution. D'abord, il n'y a pas assez de magistrats. Ouais, ça c'est clair. Deux fois moins qu'en Allemagne, et le budget de la justice dépensé par tête de pipe en France est égal à celui de la Bulgarie. Voilà. Non, mais tout est dit, Et donc, je pense qu'il faudrait que la moitié des magistrats soient recrutés au tour extérieur. C'est-à-dire que vous les recrutez. Alors, bien évidemment, il faut une formation juridique, c'est évident, mais voilà, quoi. Je veux dire, il y a le modèle anglais, si vous aimez mieux, où on va recruter les juges ou les magistrats chez les avocats. Voilà. Alors, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'effectivement, cette école, à mon avis, n'a pas, enfin, ça, c'est encore une fois, c'est mon avis, n'a pas lieu d'être, puisque je pense pas qu'on apprenne à juger à l'école, La procédure, pour apprendre la procédure, c'est très simple. On fait 2 ans de greffier. A priori, on va être dans les clous, Je vais être méchant, mais c'est vrai. Bon. Voilà. Sur le l'ENM, alors je veux bien qu'il y ait de la formation continue, etc. Mais a priori, cette école, d'ailleurs, comme toutes les écoles supérieures de la fonction publique, à partir du moment où vous avez une formation initiale, de niveau bac+5 la plupart du temps, ou même bac+3, parce que je suis sûr qu'avec une simple licence, on peut présenter l'ENM. C'est toujours le cas. Oui. Mais cette école ne se justifie absolument pas que l'institution prenne en charge la formation sur le tas. Alors mais effectivement, moi je me souviens de l'exemple norvégien qui est pas tout à fait l'exemple allemand, parce qu'en Allemagne c'est encore différent. En Allemagne, ils vont chercher les meilleurs des facs de droit pour être juge du siège. C'est pas le cas en France. Mais en Norvège, il fallait être avocat pour pouvoir être procureur. Mais je pense, alors, aux États-Unis, c'est un peu ça. Pareil. Le modèle anglais, quand je vois comment ils se sont comportés avec Assange, j'en suis revenu. Ouais. Parce que ça, aucun de ces systèmes judiciaires n'est exempt d'influence politique. Et là, la façon dont là, je pense que le naufrage anglais, il est dans toutes les parties. Dans toutes les parties, je pense que ce pays est au bord de l'effondrement. L'Angleterre, oui, tout à fait. L'Angleterre. Bon, donc sur le système français, il faudrait effectivement ouvrir. Il faudrait ouvrir des gens qui savent ce que c'est qu'une entreprise, des gens qui ont eu d'autres expériences sociales. C'était le cas avant, Moi, je me souviens par exemple que le juge d'instruction qui avait instruit l'affaire des filles de Grenoble, ça remonte, Oui. Donc était un professeur des universités de droit qui était rentré au tour extérieur. Ah oui. Non, mais ça c'est. Donc ça existait. Donc absolument. Alors je sais pas si ça existe encore. A priori pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que les avocats qui viennent au tour extérieur, c'est ceux qui ont raté, qui ont pas fait la carrière qu'ils souhaitaient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le système britannique, quand il fonctionnait, on prenait les meilleurs et on les payait très bien. C'est la même chose en Israël. Chez nous, c'était c'était une espèce de nivellement par le bas aussi. Donc non, et puis je pense qu'aujourd'hui elle est aussi le reflet d'un affaissement assez général, un affaissement culturel et éducationnel. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a un autre problème qui est celui dont on a parlé tout à l'heure, de la corruption de la haute fonction publique en France, la haute fonction publique d'État. Je pense que la magistrature est relativement épargnée. Par la corruption financière,
Relativement. Malheureusement, dans certaines sphères où justement les réseaux ont permis d'être nommés à tel et tel poste, etc. La proximité, parce que il y a une proximité sociale avec la haute fonction publique, et peut s'avérer délétère. C'est l'histoire de ce magistrat du parquet national financier qui était chargé des contrôles et des procédures fiscales, qui par exemple avait été à l'origine, nous racontait-on, d'une amende de 300 millions d'euros affligée à HSBC. Bon, beaucoup disaient que l'amende était bien gentille. Bon, très bien, je connais pas le dossier, hein. Mais alors, le problème, c'est que ce personnage a décidé de quitter la magistrature, non, de prendre une disponibilité, de quitter le PNF et d'aller dans un cabinet d'avocat international à base américaine, hein, qui comptait HSBC parmi ses clients. Ben voyons. Alors le gars en question, qui multipliait ainsi ses revenus par 10, a demandé à s'inscrire. Il est passé à la commission de déontologie du Conseil d'État qui a trouvé ça formidable. Hein. Il a demandé à s'inscrire au barreau de Paris. Le barreau de Paris a dit « niet, pas question ». Hein? Qu'est-ce que ça veut dire que ce pantouflage, ce conflit d'intérêts, c'est pas possible. C'est moralement, juridiquement pas possible. Ils ont refusé. Alors qu'est-ce que a fait cette personne, hein? Il a demandé à le cabinet d'avocats qui l'embauchait, hein, de louer un petit bureau à Neuilly pour dépendre du barreau des Hauts-de-Seine, qui est verrouillé grâce à la présence, à la défense des bigs, hein, qui est verrouillé par les cabinets d'affaires. Et donc, il a pu ainsi s'inscrire au barreau des Hauts-de-Seine. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme histoire, hein. Et le parquet national financier, vous entendez bien, hein. Il y a pas de possibilité de on peut rien Alors, faire. Attendez, qui peut faire quelque chose? Qui peut se saisir de ça? Il faudrait que la presse le veuille, et ça, la presse n'y touchera pas. Parce que les mecs, ils veulent garder leurs copains, ils veulent garder les 06 des magistrats qui violeront le secret de l'enquête et le secret professionnel, etc. Et ensuite, bon, moi, je me suis ouvert de ça auprès d'un magistrat dirigeant d'un syndicat de magistrats qui m'a dit en colère, c'est un incroyable scandale. Et j'ai dit, mais alors qu'est-ce que vous attendez? Ah ben oui, mais non, hop, c'était il y a 2-3 ans, hein. Inouï. Alors moi j'en ai parlé, j'ai écrit des papiers là-dessus. Non, parce que c'est quand on laisse passer ça, la boîte de Pandore s'ouvre très vite. On le voit par exemple avec la Commission européenne et tous ces gens qui rentrent à la DG Comp, donc à la DG Concurrence, hein, qui font 5 ou 6 ans pour se barrer très vite ensuite dans les cabinets d'avocats américains essentiellement. Hein. Ce qui explique beaucoup de choses, avec effectivement des revenus multipliés par 10, et c'est monnaie courante. Mais et malheureusement, on n'a pas la réaction au sein du corps qui dirait c'est pas acceptable. Vous savez que ça fait aussi très longtemps que ça existe chez les conseillers d'État, ça. Ah Le nombre de conseillers d'État qui vont pantoufler dans des grands cabinets d'avocats, essentiellement anglo-saxons ou américains, hein, ça fait des années que ça dure. Vous savez, moi je vais vous dire, le Conseil d'État, je me rappelle de la construction du stade Jean-Bouin. Hein, à l'époque, c'était un cadeau que Delanoë avait voulu faire à Guazzini, le patron du Stade Français. Donc, ils avaient fait une procédure sans mise en concurrence, sans appel d'offres. Enfin, non, pas appel d'offres. A priori, c'est la prison tout de suite, oui. C'était une procédure sans de délégation de service public. Eh bien, le Conseil d'État a pris une décision et un renversement de jurisprudence. Il a renversé sa jurisprudence qui était acquise, etc. Donc, ce qui fait que les Parisiens ont pu ainsi faire un cadeau de 160 millions d'euros
pour rénover le stade Jean-Bouin, qui était juste à côté du stade du Parc des Princes, vous le savez. Ouais, bien sûr. Et donc, voilà. Bon, moi, j'ai un gars qui était concurrent et qui connaissait bien ce dossier, qui m'a montré tous les aspects, mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable la façon dont ça s'est passé. Là, alors corruption, collusion, connivence. Bon, moi je veux pas parler de choses financières, mais j'ai une autre histoire qui concerne Toulouse, l'aéroport de Blagnac. Ah oui, sur la privatisation. La privatisation, c'est-à-dire que on fait une procédure. C'est extraordinaire ça aussi. Ouais. Emmanuel Macron fait une procédure d'appel à candidature. Très bien. Pour ensuite négocier la vente et la privatisation de Blagnac. Bien, donc il y a des conditions et il faut avoir un partenariat financier et un partenariat professionnel. Et donc il y a une équipe qui se monte avec des Chinois et la SNC Lavalin qui est un professionnel incontestable canadien. Il se trouve que SNC Lavalin doit se retirer, toute la procédure est partie, toutes les équipes ont été constituées et tout, et SNC Lavalin doit se retirer parce qu'il a une affaire de corruption internationale au derrière et donc il peut pas rester. Fort bien. Donc la candidature chinoise est illégale. Elle obéit plus aux conditions, elle doit sauter. Ah ben non, elle a pas sauté. Donc comment ça se fait, etc. Et comme par hasard, ce sont les Chinois qui l'emportent. Très bien. Procédure des syndicats, le tribunal administratif dit annulation, la cour administrative d'appel dit annulation, recours devant le Conseil d'État en 2 mois. Jamais vu le Conseil d'État rendre une décision en 2 mois. En 2 mois, hop, circuler, il n'y a rien à voir. Alors. Et puis fin de l'affaire, effectivement, les Chinois ces investisseurs chinois-là, parce qu'il faut pas généraliser non plus, ont complètement asséché la trésorerie ils ont vidé de la société. Quoi. Ils ont vidé la trésor et ils ont vendu après, c'est-à-dire qu'ils ont fait aucun des investissements qu'ils avaient promis. Très bien. Et le ministre de l'économie qui a mené toute cette affaire, c'était Emmanuel Macron. Des très méchantes langues. On peut pas croire ça une seconde. C'est absolument impossible. Il disait que le contrat de Benalla avec des oligarques chinois était une contrepartie de ça, mais non, c'est impossible. Un contrat de 8 millions d'euros. Des oligarques russes, vous voulez dire, des oligarques chinois? Pardon, non, chinois. Il y a eu aussi un contrat avec des oligarques chinois, paraît-il, mais je le crois pas. Vous savez, c'est impossible. C'est vraiment l'esprit mal placé. C'est impossible qu'il y ait eu une contrepartie. Mais non, ce serait tellement. Arrêtez de me dire. Mais oui, c'est affreux. Là, vous opérez au bord de la diffamation, cher maître. Non, même pas. Non, au contraire, je proteste de ma bonne foi. Non, tout ça est absolument impossible. Donc voilà. Malheureusement, alors on est parti du Conseil constitutionnel, mais comment dire, c'est un ensemble qui est un petit peu dramatique parce que ce qui s'est passé hier finalement montre bien que ce système n'a plus de ressources pour régler des contradictions aussi évidentes que celle concernant la loi sur les retraites et que c'est gravissime. Un système qui a pour but d'exercer un contre-pouvoir qui permet l'équilibre du système maître n'a plus les ressources pour le faire, mais c'est l'effondrement à coup sûr. Quand on regarde les choses, c'est une très mauvaise nouvelle. Non pas parce que, si vous voulez, moi la loi sur les retraites, je suis pas concerné. Vous comprenez bien. Donc, non, mais simplement mes enfants le sont, mes petits-enfants le seront. Donc, mais pour autant, ce que je vois, c'est l'occasion manquée. Il y avait moyen de montrer qu'il y avait au sein du système élitaire français des gens qui avaient, parce qu'il y en a eu dans le passé, et je pense qu'il y en a encore. Il y en a encore de dire, écoutez, attends, là, c'est mal parti. On a Macron qui se comporte comme un espèce de reluqué, un petit con, et là qui a eu tout faux, commencé par
l'histoire, on n'utilisera pas le 49.3 qui fait des bras d'honneur. Donc, on va le rappeler à l'ordre. On va le rappeler à l'ordre et lui dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, il va recommencer sa loi, mais on va rééquilibrer. Donc, on va prendre une décision qui est une décision favorable à notre pays et favorable au système dont on profite. Parce que sinon, c'est quoi là ? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens ? Il faut pas tout foutre en l'air ? Mais non, soyez gentils. Soyez gentils, vous inquiétez pas. Et légitimité, le Conseil constitutionnel, c'est terminé, là. Non, puis au-delà. De toute façon, on peut rien faire. Il y a que l'insurrection. Il y a que les fourches. Moi, attendez, si quelqu'un vient me dire il y a que les fourches, qu'est-ce que je lui réponds ? Je peux pas lui dire mais non. Répondre, ouais. Mais non. Il faut attendre. Il y a encore 4 ans et il va continuer à démantibuler tout l'État-providence à la française. Il va et l'État dans ses fonctions régaliennes va continuer à s'effondrer. On va être confronté à des crises économiques liées aux imbécilités que l'on a fait à propos de la guerre en Ukraine. Et donc non, mais vous savez. On va dans le mur, plus de frein, plus d'airbag, on est à fond donc oui, mais alors d'accord, dans ce cas-là on va prendre l'Élysée d'assaut. Je leur dis quoi ? Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Ça a déjà failli arriver avec les Gilets jaunes, ils étaient à 200 mètres, faut pas l'oublier. Il y avait l'hélicoptère qui tournait dans les jardins. Vous vous rendez compte, Fabius, Juppé, vous aviez la possibilité, après une vie de politique de merde, vous aviez de faire un acte. Il y en a un qui l'a fait. Mais il y en a un qui l'a fait, rappelez-vous. Il s'appelait Jacques Chirac. Exact. Jacques Chirac, en 2003, il dit merde. Il dit non, je suis désolé, les Américains, vous êtes bien gentils, mais non. Non, on n'ira pas. Vous faites erreur, vous mentez. Et c'est la pire façon de régler le problème. Donc, vous savez qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui se sont précipités. Je pense que Sarkozy a été à l'ambassade américaine pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, avec cette décision de Chirac. Chirac, il a sauvé sa vie politique avec ça. Et les deux gars dont on parle, les deux chauves, là, ils sont... c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même pas la conscience qu'ils avaient quelque chose... Ça aurait pas été une révolution, ça aurait été de dire Macron, ça suffit. Maintenant, tu te calmes. C'est un petit peu ce que disait De Gaulle sur le destin. Un grand homme, je sais plus comment il disait ça. Un grand homme, c'est. Il disait c'est la rencontre des circonstances et d'un grand caractère. Et vous savez, c'est rigolo parce que ils sont issus tous les deux de la même matrice. Donc ils se font l'ENS et ensuite ils font Normal Sup et ensuite ils font l'ENA. Et je crois que oui, après, mais à 20 ans, ces mecs-là sont considérés comme des génies et la crème de la crème. Je pense que ça déforme. Après, vous considérez que vous n'avez plus rien à prouver. Moi, j'en ai connu, et c'était assez étonnant. Non, mais vous êtes dans une inversion du rapport. Vous considérez que vous êtes ce qu'il y a de mieux et que le reste vous est dû. Mais là, en l'occurrence, ces deux gars ont considéré dès le départ qu'ils étaient les meilleurs et que tout leur était dû. D'ailleurs, il suffit de voir quand Juppé a eu ses ennuis, il était stupéfait. Mais au début, quand les affaires se sont déclenchées, il ne comprenait pas. Et à mon avis, il n'a toujours pas compris d'ailleurs. Maître de Castelnau, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. Vous avez probablement noté que j'étais chaud bouillant sur certains points. Mais bon. Oui, ça c'est un petit peu toujours le cas, non ? Oui, je vais pas me refaire maintenant.